pour cette journée aujourd'hui, ce 8 décembre, sur ce colloque qui va être consacré à l'itinérance et les sentiers d'opportunité. Je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Vivien Vidal. Je suis consultant pour l'industrie du tourisme depuis une vingtaine d'années et on m'a demandé gentiment, et je suis très content d'être là, d'animer ce colloque, ce que je vais essayer de faire. Donc je vais avoir un rôle de passation de parole. Je vais venir vers vous à certains moments pour prendre des questions dans la salle. On va avoir une quinzaine d'intervenants tout au long de ce colloque, auxquels donc, vous pourrez réagir par rapport aux témoignages qu'ils vont faire et aux questions qu'ils vont soulever. On va beaucoup parler d'itinérance forcément aujourd'hui. Alors juste pour caler quelques idées sur ce que c'est, quand on parle de tourisme itinérant, on parle de quoi ? Là, vous avez une définition, on dira, du tourisme itinérant. Donc, c'est d'aller d'un point A à un point B en faisant des étapes. On parle de tourisme, donc on parle de gens qui font des étapes, qui s'arrêtent pour dormir. C'est pas juste une balade, ça peut, mais quand on parle de tourisme itinérant, on est plutôt sur de l'étape. Et on s'appuie sur un territoire où il y a des aménagements, des services. Donc, vous voyez, on peut faire du tourisme itinérant à pied, on peut faire du tourisme itinérant à moto, on peut faire du tourisme itinérant en camping-car, avec un âne, etc., etc. Aujourd'hui, on va surtout parler d'itinérance douce. L'itinérance douce par rapport à l'itinérance classique, vous voyez, les pictogrammes ont changé en bas, on enlève certains points. Et j'ai repris une définition qui a été posée par Jean Corneloup, qui fera tout à l'heure une intervention sur l'itinérance douce. Vous voyez, l'itinérance douce est recherchée par des publics en quête de ce qu'on appelle couramment aujourd'hui des pratiques authentiques, là où l'humain et la nature ont encore du sens et de la place. Et on va surtout se concentrer sur ces notions-là aujourd'hui. C'est pour ça que je cale ces choses-là, que vous avez bien en tête. Quand on va parler de slow tourisme, on parle de gens qui prennent le temps de voyager, de découvrir un territoire, etc. On va parler de tourisme durable et on va parler d'itinérance douce. Dans l'itinérance douce, on va également parler, vous allez voir dans les témoignages, de deux grands types d'itinérance douce. On a l'itinérance douce qui est plutôt monoactivité, donc des gens qui se déplacent d'un point A à un point B en s'arrêtant sur des étapes, mais qui le font que d'une seule manière, soit à vélo, 100% à vélo, 100% à pied, etc. On a l'itinérance douce multi-activité ou multimodale, qui est une itinérance douce qui se développe petit à petit, où on a des gens qui, au cours de leur itinérance, vont utiliser plusieurs modes, ils vont être un coup à pied, puis ils vont prendre du vélo, et puis on verra ici sur un territoire comme ici, ils peuvent aussi prendre un canoë à un moment donné pour aller d'un point A à un point B. Lorsqu'on regarde le poids globalement de ce dont on va parler aujourd'hui, là vous avez une représentation schématique du tourisme en France. Vous voyez, cette énorme bulle là, alors c'est pas à l'échelle, parce que si on le faisait à l'échelle, il faudrait une bulle encore plus grande que cette énorme bulle bleue que vous voyez du tourisme en France. Le tourisme de randonnée, la randonnée, ce qu'on appelle la randonnée, c'est une énorme part de pratique dans notre pays. Et à l'intérieur de la randonnée, on a l'itinérance qui est une petite partie de la randonnée. Et à l'intérieur de l'itinérance, on a l'itinérance multimodale dont on va également parler aujourd'hui. Donc c'est simplement ce graphique pour vous caler un petit peu l'esprit sur ce dont on va parler aujourd'hui et ce que cela pèse au niveau du tourisme. L'itinérance douce à monoactivité, donc l'itinérance douce qui est clairement la plus usitée actuellement dans notre pays. Alors c'est quelque chose qui est hyper tendance, on dit, c'était déjà tendance. La crise du Covid a accentué encore plus le phénomène. On est sur un phénomène qui est en forte croissance, avec des chiffres. Les chiffres de la randonnée, vous les voyez, il y a 16 millions de pratiquants en France qui font de la randonnée. Uniquement en France, c'est un chiffre extrêmement élevé. On est un tout petit pays, on a un peu plus de quasiment 70 millions d'habitants, 16 millions de pratiquants de la rando, et 1 million qui font déjà de l'itinérance. Donc on est sur une tendance assez forte. Par contre, on n'a pas de profil de clientèle vraiment affirmé. Les GR en France qui ont fait des enquêtes de clientèle, on s'aperçoit qu'on n'a pas les gens qui font de l'itinérance, on ne peut pas dire qu'ils sont comme ça. Non, on a quelque chose de très éclaté dans les profils, dans les personnes qui peuvent faire ça. Ça peut être en famille, pas en famille, plutôt âgé, plutôt pas âgé, plutôt des sportifs. On trouve un petit peu de tout. Et un dernier point sur cette itinérance douce, c'est le boom du vélo. Depuis quelques années, et là aussi accentué par le phénomène du Covid et accentué par les nouvelles pratiques de vélo, notamment le vélo assistance électrique et des pratiques comme le gravel, etc., qui amènent de plus en plus sur les chemins de pratiquants en itinérance douce. Et au niveau de l'itinérance douce multi-activité, alors là, on est sur quelque chose où on a une réponse sociologique forte. Donc je vous rappelle le multimodal, des gens qui vont enchaîner plusieurs types de pratiques.
avec une plus forte immersion et réponse à des valeurs que l'on ressent maintenant dans la société sur la recherche de bien-être, d'expérience, d'immersion dans un territoire, etc. Dans la réalité des faits, vous aurez des témoignages aujourd'hui qui reviendront là-dessus, le multimodal, c'est très peu de produits vendus, pour plein de raisons qui seront évoquées aujourd'hui, mais on parle d'un phénomène qui est plutôt en naissance, et principalement, le principal frein à tout ça, c'est que pour faire du multimodal sur un territoire, c'est compliqué. C'est compliqué, il faut beaucoup de structures, il faut beaucoup de services adaptés. Imaginez quelqu'un qui fait du à pied, il passe à du vélo, puis il peut passer à du cheval, puis il peut passer à du canoë, puis il peut repasser à du vélo. Et qu'est-ce qui s'est passé de son vélo? Qu'est-ce qu'on en a fait? Où il est allé? Comment on l'a transporté? Ça pose des problèmes d'aménagement, de services qui sont le principal frein. Et vous voyez dessous les principales clientèles que l'on voit sur cette pratique de l'itinérance douce. Et pour finir cette introduction, juste sur le thème, et avant de passer la parole à des responsables locaux qui vont vous souhaiter bien sûr la bienvenue et donner leurs idées sur cette itinérance, on peut déjà dire que l'itinérance a des atouts et des limites actuellement. Les atouts, vous les avez sur la gauche, là. Voilà, clairement, l'itinérance, ça répond à une vraie tendance sociétale. Il n'y a pas trop de discussion là-dessus. Ça répond aussi, lorsque c'est bien fait, à ces besoins de slow tourisme. Donc je vous rappelle, ce tourisme, on prend le temps de rencontrer, de s'immerger dans un territoire, de consommer un territoire. L'éco-responsabilité également. Un point très intéressant avec l'itinérance douce, c'est que ça permet de rajeunir la clientèle, de renouveler des clientèles. On est souvent sur des territoires touristiques où on a une clientèle touristique qui est là depuis longtemps et qui se paupérise souvent, ou qui vieillit un petit peu. C'est le genre de pratique qui permet ça. C'est également le genre de pratique qui permet d'aller chercher de l'activité touristique en dehors des saisons assez classiques, je dirais, du tourisme. Ça, c'est un point particulier de l'itinérance où les territoires qui développent ça, ils observent très facilement, ils vous disent, oui, clairement, on a des gens qui viennent un petit peu tout le temps. Alors bien sûr, selon les endroits où ça se situe plus ou moins. L'hiver, par exemple, on a des endroits où c'est très compliqué, mais le printemps ou l'automne sont des saisons où on retrouve beaucoup de gens. Et puis, un dernier point intéressant avec l'itinérance, c'est ce point sur les dépenses. Les enquêtes qui sont faites montrent que les touristes qui sont en mode itinérant sont des touristes par rapport à un touriste, je dirais, plus classique, qui est en mode statique quelque part. Ce sont des touristes qui dépensent plus et pas de manière moindre. C'est, vous voyez, quasiment entre 15 et 20% de dépenses quotidiennes supplémentaires d'un touriste itinérant, à condition bien sûr qu'il trouve sur le territoire de quoi dépenser cet argent en termes de services, etc. Et puis les limites, vous les voyez, quand on parle d'itinérance, inexorablement on parle de souvent quelque chose de long, de plusieurs territoires à traverser. On passe des frontières administratives, on traverse parfois des départements, on traverse parfois des régions. Donc c'est compliqué à gérer, c'est compliqué parce que c'est multi-territoire, c'est beaucoup d'acteurs. Et on n'a pas forcément l'habitude de travailler comme ça, donc ça pose des problèmes qu'on a moins dans le tourisme lorsqu'on est sur un territoire bien défini quelque part où on a l'habitude de travailler entre nous. L'itinérance, forcément, ça fait travailler beaucoup de monde ensemble. Il y a ce potentiel de clientèle qui est mal connu, ce que je vous disais précédemment, et c'est vrai, quand on parle d'itinérance, à l'heure actuelle, on a du mal à dire sur un projet d'itinérance, le volume des clientèles qu'on aura, c'est ça. Non, c'est compliqué parce que le marché il est en mouvance, on pense qu'il est en croissance, mais on a du mal à l'évaluer, on a du mal à sentir exactement ce que les gens veulent. Donc c'est une limite à l'heure actuelle. Une limite au niveau de l'adaptation de l'offre et des services. Vous allez voir dans les témoignages au cours de la journée, oui, quand on a de la clientèle qui fait de l'itinérance, elle a des demandes, elle a des besoins très particuliers selon la pratique qu'elle fait. Et ces besoins, il faut qu'elle les trouve. Il faut qu'elle les trouve dans les hébergements où elle s'arrête, il faut qu'elle les trouve dans les villages dans lesquels elle passe, il faut qu'elle les trouve sur les chemins qu'elle utilise, dans le développement d'aménagement, de services, d'offres, etc. C'est une limite souvent à cette pratique-là. Et puis, la promotion qui est compliquée souvent sur un produit d'itinérance, parce que c'est quelque chose justement qui n'est pas limité ou vraiment défini, c'est quelque chose qui est diffus. On retrouve le premier point des limites sur le multi-acteur. Et un dernier point des limites qui sont souvent évoquées sur l'itinérance, c'est le niveau de commercialisation. C'est compliqué à acheter un produit d'itinérance, c'est potentiellement compliqué à acheter, des fois ce n'est pas, selon à qui on l'achète ça peut être simplifié, mais quelqu'un à l'heure actuelle qui se dit je vais partir 5 ou 6 jours en itinérance, j'ai envie de partir 5 ou 6 jours en itinérance sur ce territoire-là, comment il fait concrètement pour réserver, qu'est-ce qu'il faut qu'il réserve, où c'est qu'il faut qu'il achète, comment il fait, etc. On a cette limite-là au niveau de la commercialisation.
Alors tous ces points, je voulais faire à cette introduction. Je vais vous inviter, messieurs, dames, d'ailleurs, à me rejoindre. Madame Badarou, monsieur Curvelier, je vous vois là dans la salle à peu près. Je vais comme ça pouvoir vous passer la parole. Je voulais vous faire juste cette intervention pour que vous cadrez un petit peu les choses dont on va parler aujourd'hui, les mots dont vous allez entendre parler. Il y a beaucoup de témoignages qui vont revenir sur ces points-là. Et avant de lancer la parole, je vais vous passer la parole. Madame Badarou, peut-être vous voulez parler? Prenez le micro si vous voulez. Ça marche. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui à Florac pour ce colloque, donc l'itinérance des sentiers d'opportunité. Tout d'abord, je tiens à excuser Monsieur Henri Couder, président de l'agence d'attractivité touristique, qui ne peut pas se joindre à nous ce matin puisqu'il est retenu à l'élection du nouveau président du Parc national des Cévennes, ainsi que Monsieur Saleh qui a eu un empêchement de dernière minute et Monsieur le sous-préfet David Ursulé. Voilà pour les excuses. Donc l'agence d'attractivité va bientôt fêter son premier anniversaire et une de ses missions, en plus des missions régaliennes d'un office de tourisme, est d'assurer l'aménagement, la gestion et l'entretien des infrastructures liées aux activités de pleine nature. C'est à ce titre que nous organisons cet événement avec les offices de tourisme voisins, l'office de tourisme de l'Aubrac aux Gorges du Tarn et Millau Grand Causse Tourisme. En partenariat aussi avec le Parc naturel régional des Grands Causses et le soutien financier de la région Occitanie dans le cadre du dispositif Grand Site Occitanie Gorges du Tarn. Je tiens aussi à remercier l'ensemble de notre équipe technique ainsi que les équipes de nos partenaires pour l'organisation des ateliers fort constructifs qui ont mené à la tenue de ce colloque, ainsi que tous les participants élus comme professionnels du tourisme qui ont fourni la matière première à la réflexion. Lorsqu'on parle d'itinérance, on pense le plus souvent à la randonnée, mais au-delà des chemins, des cartes et des sacs à dos, c'est tout un univers dont il est question en réalité. Tu nous en parleras en détail. Et un univers, je dirais même une philosophie de vie qui fait de plus en plus d'adeptes. Notre territoire, fort de la variété des activités qui permettent l'itinérance, peut répondre à ces nouvelles attentes. Il se doit d'ailleurs d'y répondre car l'itinérance est un puissant facteur d'attractivité et de fréquentation de nos territoires. Nos visiteurs en itinérance sont demandeurs de plus de services, d'un accueil et d'infrastructures spécifiques. Répondre professionnellement à ces attentes représente l'opportunité non seulement de satisfaire nos clients, mais aussi d'augmenter les retombées économiques sur une période de l'année bien plus vaste que la haute saison estivale. L'itinérance représente donc bel et bien un intérêt économique direct pour les professionnels et pour l'ensemble du territoire. Cependant, intérêt économique ne veut pas dire qu'il faille faire tout et n'importe quoi. Nous en sommes tous conscients, nous vivons dans une région préservée, riche par sa qualité environnementale et ses paysages. Nous sommes tous attachés à ses valeurs, à son terroir et à la qualité des relations humaines. Et il va sans dire que nous avons le devoir, et je pense même pouvoir dire le désir profond, de protéger notre cadre de vie et de travail. Cela n'est pas nouveau, mais cela revêt à présent un caractère urgent. Nous devons, chacun à notre niveau, nous intégrer activement dans les démarches vertueuses du développement durable. Localement, pour nous ici, le GR 736 Gorges et Vallée du Tarn, récemment labellisé, incarne en quelque sorte la notion d'itinérance. Il est comme un fil conducteur tangible de la protection de l'environnement, puisqu'il traverse le Parc national des Cévennes, le grand site de France des Gorges du Tarn et de la Jonte et des Grands Causses en projet, et le Parc naturel régional des Grands Causses. Dans ce contexte, notre rôle en tant qu'institution est de créer une dynamique, une synergie, de créer des ponts afin d'être les ambassadeurs que nous sommes et d'autres à venir pour porter ces valeurs et être garant de la préservation de l'environnement, des activités économiques et des savoir-faire locaux, et être porteur aussi de l'identité profonde de notre territoire. Enfin, cet engagement durable nous donne l'opportunité de répondre aux enjeux de transformation du secteur touristique et d'engager notre territoire dans l'indispensable transition vers les mobilités douces, les économies d'énergie et des pratiques plus raisonnées. À titre individuel et collectivement, il s'agit maintenant de faire différemment de ce que nous avions l'habitude de faire, de questionner nos manières de travailler, d'accueillir, de mettre en perspective ce que nous pensions être des certitudes
et d'inventer nos solutions pour le tourisme de demain, un tourisme choisi, assumé, partagé et durable. Oui, merci beaucoup. Rassurez-vous, je vais essayer de faire plus court. Je voulais, non, non, mais elle m'a dit, je vais essayer de faire 6-7 minutes, je ferai moins. Voilà. Oui, je sais que tu aurais pu faire 2 heures. C'est pour ça que j'étais un peu inquiet quand je t'ai vu avec ton papier. Non, simplement vous remercier d'abord, premièrement, de nous accueillir à Florac. Vous remercier également de l'organisation de cette journée. Vous dire à titre personnel que ça me fait énormément plaisir de revoir des têtes que j'avais un petit peu perdues de vue et surtout de voir des nouvelles têtes. Parce que ça veut dire simplement qu'on s'occupe et qu'on se préoccupe du tourisme sur notre territoire et je crois que c'est très très important. Vous dire également que cette idée de GRA 736, personnellement, je la trouve magnifique pour tout un tas de raisons. Alors c'est vrai que tu as parlé du multimodal. Le multimodal, je vous avoue qu'à titre personnel, j'ai quelques petites inquiétudes, mais enfin, on verra bien au fil du temps ce que ça donnera. Oui, notre région, on peut la parcourir à pied, on peut la parcourir en gravel. Je rappelle au passage que nous avons un fabricant de gravel sur Millau Grand Cos. Je leur souhaite bonne chance et j'espère que leur entreprise va bien fonctionner. Apparemment, ça a l'air d'être le cas à l'heure actuelle. On développe un petit peu le site autour d'ailleurs de leur fabrication là, pour faire en sorte que ça se passe au mieux. Et je remercie l'équipe de Millau en passant pour le travail qui a été effectué. Vous dire que oui, on peut aussi le faire à pied, on peut le faire à cheval. Et c'est quelque chose sur lequel je voudrais que l'on travaille, moi, pour l'avenir, essayer de redévelopper un petit peu cette filière à cheval, puisque nous avons entre autres, je le rappelle, le fabricant Mercier, les selles Mercier, pas très loin d'ici. Les gens qui s'occupent des 160 km de Florac doivent savoir de quoi je veux parler. Voilà, on peut le faire en canoë, on peut le faire en barque, on peut le faire en paddle. On peut visiter la région sur terre, on peut visiter la région depuis des airs, on peut visiter la région sous terre. Et je rappelle un petit peu là aussi l'intérêt de notre monde souterrain qui est à mon sens magnifique, dont je regrette qu'on n'en parle pas davantage parce qu'il y a des choses magnifiques à voir et il y aurait peut-être là aussi quelque chose sur lequel on pourrait travailler un petit peu. Que ce soit les Grands Cosses, que ce soit les vallées, il y a encore des gens sur ce territoire qui finalement y vivent, y ont vécu, y vivent et ont envie de le valoriser, de le promotionner. Et je pense que toutes et tous doivent aujourd'hui se réjouir de cette démarche. C'est pour ça que je tenais absolument à vous remercier pour le travail effectué. Parce que c'est une inquiétude, le développement touristique, c'est une inquiétude pour certains d'entre nous depuis déjà plusieurs générations, j'ai envie de dire. Et c'est une opportunité pour nous tous, je pense, ce GRA 736, qu'il faut saisir absolument. Moi, mon inquiétude au jour d'aujourd'hui, alors je prends ma casquette de maire là, mon inquiétude au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on voit nos villages petit à petit se désertifier. On voit des commerces qui ferment. Peut-être un jour des écoles, qui sait, et des familles qui finalement peinent à vivre à l'année sur nos territoires. On essaye par tous les moyens, je pense toutes et tous, on essaye par tous les moyens de travailler un petit peu sur ce qu'on appelle les ailes de saison. Voilà. Et ce GR, c'est à mon sens, l'une des solutions. Il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, c'est une bonne solution pour essayer de travailler un petit peu sur le territoire tout au long de l'année. Voilà. Et j'espère que vraiment tout va bien fonctionner parce que j'en parle pour mon petit village du Rosier, je pense à d'autres communes, à d'autres hameaux, où au jour d'aujourd'hui, c'est difficile d'arriver à maintenir un commerce ouvert à l'année. Et je pense que là aussi, il y a peut-être des choses à essayer de creuser. J'espère qu'on pourra en discuter aujourd'hui. L'accueil c'est pas le tout de faire venir des touristes sur le territoire, c'est très bien, mais il faut aussi penser à les accueillir le plus convenablement possible. Et en ça, je voulais vous remercier aussi, voilà, toutes et tous de cette idée et du travail effectué. Je ne vais pas être plus long, je dirais simplement qu'il faudrait peut-être aussi penser aux navettes, au transport, à tous les transports. Alors je sais qu'il existe déjà la malle postale, mais voilà, il faut penser aussi à la partie transport, où les transports c'est important. Je sais que le conseil départemental de Lozère a fait un effort avec les navettes l'été, mais c'est vrai qu'il faudrait essayer de voir si on peut essayer de faire un petit peu mieux, ce serait pas mal. Et voilà, je m'arrêterai là. Une bonne journée à toutes et à tous. Voilà, j'espère que nous allons bien travailler. Voilà.
Et je te cède la parole. Merci beaucoup, Monsieur Kervelet. Monsieur Dumas, juste avant de vous passer la parole, je suis tenu d'excuser Jean-Claude Salai qui devait être avec nous ce matin, qui a eu un empêchement de dernière minute, donc je me fais son porte-parole pour vous l'excuser auprès de vous. Et Monsieur Dumas, je vous passe la parole. Voilà, bonjour à tout le monde. Donc, je me présente, je suis Jean-François Dumas. Je suis vice-président du parc naturel régional des Grands Causses, chargé de la randonnée et des sports de nature. Et je suis également adjoint de la commune de Mostuéjoul, qui se trouve à la jonction de nos deux départements. Voilà, donc je vous remercie les organisateurs de ce colloque de m'avoir convié, de nous avoir conviés. Je suis très heureux donc de représenter le parc naturel régional des Grands Causses, le parc qui est le chef de file coordonnateur de cette itinérance. Déjà, à fin des années 90, le parc avait réfléchi à la relance du projet qui avait été initié à l'époque par l'association pour l'aménagement de la vallée du Tarn. En 2012, la réflexion s'est poursuivie dans le cadre de l'élaboration du schéma directeur de randonnée du parc des Grands Causses. Et en 2017, le projet est enfin lancé avec la Fédération française de randonnée. En 2019, il est officiellement reconnu comme une itinérance emblématique du Massif central et il a donc obtenu les financements nécessaires. Ensuite, tout s'est parfaitement enchaîné. Le GR 736 est homologué. Le balisage aujourd'hui est pratiquement terminé. Je crois que le topoguide doit être livré en mars 2023. Reste à réaliser le site internet dont la construction a démarré. Voilà. C'est un projet certes qui a mis du temps, mais qui arrive à point nommé. Je vais être un peu redondant avec ce que vous avez dit en introduction. C'est vrai que depuis quelques années, on constate un engouement croissant pour l'itinérance. C'est tout de même une pratique ancienne, engouement qui s'est accentué avec la crise Covid, lié à un report de clientèle de proximité qui était particulièrement ou plus adepte de destinations plus lointaines. Engouement qui s'est également accentué avec la crise énergétique, avec la crise inflationniste. Il y a le souci de pratiquer des activités décarbonées. Avec aussi le développement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, du slow tourisme, souci des pratiquants de s'imprégner de la nature, du patrimoine et de privilégier les rencontres. À côté des itinérants confort et famille, il y a aussi un public quand même d'itinérants aventuriers et d'autres sportifs. Certains aussi sont intéressés par le côté multi-activité qui fera l'originalité de cette itinérance, l'organisation et le succès d'événements tels que le Tarn Valley Trail, le Tarn Water Race en sont l'illustration. J'arrive pas à tourner les pages. Non, c'est bon. J'y arrive. C'est pour ça que j'ai fait court, parce que quand j'ai voilà. Et oui, je suis désolé de faire long. Hein. Voilà. Le GR 736 donc, attirera aussi un public qui ne se déplace pas spécialement et que pour pratiquer l'itinérance, mais qui fréquentera la région grâce à cette itinérance. Les itinérances se développent un peu partout. Leur multiplication, à mon point de vue, n'est pas néfaste, car beaucoup de pratiquants aiment collectionner les itinéraires. Et nous avons quand même un itinéraire particulièrement beau et magnifique. Hein. On s'en est aperçu ce matin en venant de Millau. La route vraiment était magnifique. Avec le changement climatique, durant les périodes de sécheresse et de canicule, avec le risque incendie, feu de forêt, on a vu ce qui s'est passé cet été, particulièrement sur Mostuéjoul. Peut-être faudra-t-il s'adapter aussi à des fermetures temporaires de certains tronçons. Voilà, je voudrais en profiter aussi pour signaler, certains la connaissent, mais je voudrais signaler l'implication de l'équipe du parc et particulièrement de la mission Rando, qui a été en quelque sorte le prestataire technique du projet. Aujourd'hui, cette équipe intervient pour le compte des communautés ou des communes de son territoire dans la gestion de 3000 km de sentiers. C'est important. Par exemple, le département de l'Hérault, à lui seul, a 3000 km de sentiers. Et ce linéaire risque de s'accroître avec l'adhésion prochaine des communes du nord de l'Hérault et de l'Eau-des-Voies qui vont adhérer au périmètre du parc. Cette équipe intervient dans 4 domaines différents et complémentaires. D'abord, l'ingénierie technique, aide à la conception et à la définition des sentiers en collaboration avec le service biodiversité du parc qui analyse les incidences environnementales des projets. Ingénierie financière avec la recherche et la mobilisation des financements. Réalisation des travaux, que ce soit des travaux structurants, des travaux de sécurisation ou des travaux d'entretien courant,
avec aujourd'hui une équipe de 5 équivalents temps complet auxquels s'ajoutent des saisonniers. C'est une équipe expérimentée, créée à la fin des années 90 et aujourd'hui aussi qui a une demande importante puisque 4 communautés de communes du Sud d'Aveyron ont été lauréates du projet Amis Sentier Massif Central et ont obtenu des financements importants pour améliorer le réseau existant et sensibiliser aussi le public sur la biodiversité. Et ensuite, cette mission rando intervient aussi dans le cadre de la promotion et de la communication des sentiers grâce notamment à l'outil numérique Géotrek et sa déclinaison grand public Rando Grand Cos. Géotrek étant utilisé aussi dans toutes les phases de conception et de gestion des sentiers. Je vais essayer de tourner la page plus facilement. Merci. Voilà pour terminer, donc, je voudrais souligner les retombées engendrées par le GR36 sur les territoires traversés. Bon, ça a été dit aussi un peu en introduction. Au-delà des retombées économiques importantes, on parle de 60 à 70 euros par jour par pratiquant, ce qui est beaucoup plus que pour les pratiquants qui viennent séjourner faire de la randonnée en étoile. Il y a aussi les retombées liées, et ça c'est important, mon ami l'a évoqué tout à l'heure, l'allongement de la saison touristique. Et un fait important aussi, c'est que le GR 736 a déjà permis de créer un tourisme basé sur la solidarité et une mutualisation entre les territoires traversés, ce qui permet de s'affranchir des limites administratives. Voilà, à souligner également, d'ores et déjà, sa bonne appropriation par les hébergeurs professionnels ou prestataires territorialement concernés. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un excellent colloque. Et puis on a 2 dernières interventions vous pouvez rester avec nous, vous l'écouterez de là. Madame Abadi, la vice-présidente de la région Occitanie, qui ne peut pas être là, mais qui a tenu absolument à vous faire un petit message que je vais vous passer. Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie pour cette invitation à laquelle je n'ai pas pu accepter en présentiel pour le moins, donc contrainte d'agenda. En tout cas, merci et puis ravie de pouvoir faire ce petit message par vidéo pour être un petit peu avec vous aujourd'hui. Parce que c'est vrai que le sujet du tourisme et de la grande itinérance que vous allez aborder aujourd'hui sont des sujets qui sont essentiels pour notre région Occitanie et pour le tourisme en général. Grande économie, deuxième économie régionale, le tourisme, ça mène 5000 emplois, donc excellente saison également 2022. Pour autant, nous devons travailler, nous réinventer, travailler la transformation de l'offre touristique et ça passe par la mobilité et par la grande itinérance. Donc c'est vrai que depuis 2016, la région, nous sommes très investis sur ce sujet. Nous avons accompagné plus de 80 projets en région Occitanie. Ça représente plus de 9 millions d'euros en investissement. Et nous continuons à travailler, là aujourd'hui, en parallèle avec les autres directions de la région sur ce sujet de la mobilité, mais aussi avec le Comité régional du tourisme et des loisirs d'Occitanie, avec la SNCF également. Voilà, donc un sujet qui doit prendre toute sa part, auquel la région donne toute sa part qu'il le faut, et le futur schéma régional du tourisme lui donnera aussi l'importance qu'il le faut, puisque dans ce nouveau schéma régional du tourisme qui met la transformation au cœur du schéma, avec la signature du pacte vert, la mobilité et la grande itinérance seront des sujets abordés très régulièrement. Et dans nos futurs dispositifs qui seront votés, effectivement, il y aura aussi des dispositifs pour la grande itinérance. Voilà, écoutez, voilà, j'avais quelques minutes pour vous dire ce petit message. Je vous souhaite un bon colloque à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt. Donc merci Madame Abadi, on peut l'applaudir. Elle ne va pas l'entendre, mais on peut l'applaudir quand même. Elle a cité le comité régional du tourisme, on parle de tourisme itinérant et Jean Pinard, le directeur général du CRT, souhaitait également vous faire un petit message. En situation. Bonjour à tout le monde, cette petite vidéo depuis l'Auvergne où je chemine de village en village pour vous souhaiter un bon séminaire sur cette thématique de l'itinérance. L'itinérance est voilà, une des filières prioritaires du plan d'action de CRT, c'est une filière prioritaire
positionner l'Occitanie et sa nature hyper généreuse dans le concert des destinations européennes. Et l'itinérance, c'est enfin voilà, une référence au tourisme durable, aux enjeux d'écotourisme que nous défendons tous. Alors je vous souhaite un bon séminaire. Moi je m'excuse, je ne peux pas être là pendant cette journée, mais je suis sûr qu'on se retrouvera notamment à Millau là, pour les journées de pleine nature qui vont se dérouler début mars pour faire référence à cette itinérance et puis à vos travaux. Bonne journée, bon séminaire. Merci beaucoup, messieurs, Madame Badarou. Vous pouvez quitter la scène, je vous remercie beaucoup. Vous allez pouvoir comme ça assister aux échanges qu'il va y avoir et aux premiers témoignages. Je vais vous présenter le déroulement, le programme de la journée rapidement. Alors vous avez vu dans les propos introductifs, ça a beaucoup parlé d'un GR qui s'appelle le GR 736, forcément, parce qu'on est sur un territoire ici qui est très concerné par cette problématique-là. Et on va consacrer un premier temps dans cette matinée à ce GR 736, de sa genèse, et où il en est actuellement, etc. D'ailleurs, je vais inviter à me rejoindre sur scène pendant que je finis de présenter tout ça, Sandrine Charnet, qui est chargée de mission au PNR. Et oui, Sandrine, c'est pas facile. Josiane Pertus, Alexandre Rousier et Frédéric Hideux. Rejoignez-moi, s'il vous plaît, tous les quatre et installez-vous dans les petits sièges qui sont là-bas. Vous allez avoir une vingtaine de minutes pour nous parler de tout ça. Ensuite, je vous ferai un petit rendu des forums d'idées qui ont eu lieu sur ce territoire avec beaucoup de professionnels. Ensuite, nous aurons un temps vers un petit peu avant 11h et qui s'enchaînera toute la journée comme ça avec du témoignage et de la vision de professionnels ou d'experts. On aura un premier temps sur les logiques de multi-activité et de slow tourisme avec Jean Corneloup et avec Gilles Bertrand, qui j'ai aperçu dans la salle tous les deux. Puis, si tout le monde est sage, il y aura un temps pour déjeuner. Sinon, il n'y aura pas de temps pour déjeuner. Alors ça, c'est vous qui verrez. Et on se retrouvera en début d'après-midi avec une thématique qui sera abordée autour des clientèles de l'itinérance, avec leurs demandes, ce qu'on sent dans les attentes qui viennent, les évolutions qu'on ressent sur le marché, etc. Là, nous aurons trois interventions avec 4 intervenants. Frédéric Certain, que je n'ai pas vu mais que je vois. Salut Frédéric, avec Laurent Chalvet de Cévennes Évasion Nature, Anne Chrétien-Nourry et Hubert Pfister de l'Association des chemins de Stevenson. Et puis nous finirons avec un dernier moment sur très concrètement qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme service, comme aménagement, comme produit, avec des exemples de ce qui a pu se faire, avec une première thématique qui sera abordée autour du bivouac. Le bivouac qui est une problématique qui revient souvent dans le monde de l'itinérance, avec Juliette Weinstein et Benjamin Coe, puis la mise en place concrètement de services dédiés aux itinérants, avec une intervention de Pierre Bloguin de la Malle Postale. Et puis, on s'intéressera au court séjour multi-activité avec Vincent Bio du PNR Cause du Quercy. Et on aura fini, normalement. Mais ça va être riche.